Bienvenue tout le monde à une autre émission de l'Informel. Soyez avertis, aujourd'hui à l'émission, on traite de sujets matures alors que je reçois Monarca, qui est une jeune femme qui se décrit non monogame et homo-flexible. En plus d'organiser des soirées avec des groupes de personnes libertines, elle administre des groupes sociaux où les gens viennent découvrir un mode de vie amoureux ou sexuel que l'on qualifierait hors norme. Bienvenue tout le monde à l'émission, bienvenue Monarca, ça me fait plaisir de te rencontrer, puis j'apprécie que tu prennes le temps de venir me jaser parce qu'on va jaser de choses quand même personnelles, puis qu'il n'y a pas tant de gens qui sont à l'aise de parler. Je vais être bien franc, ça fait longtemps que je cherchais quelqu'un pour pouvoir parler d'un sujet de non-monogamie et tout ça, parce que je trouve que c'est quelque chose qui fait partie qui est peut-être de plus en plus populaire, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est la même perception que moi. Je dirais pas populaire parce que ça reste quand même une orientation. OK. Mais je veux dire que la pratique libertine, mettons, est peut-être plus populaire, je trouve, parmi les couples. Mais sinon, tu sais, de voir que, tu sais, j'avais déjà lu que c'était comme, je pense, 55% des mariages traditionnels qui fonctionnera pas. Fait que, tu sais, je pense que c'est intéressant de se questionner en tant que société, de voir est-ce que notre habitude, c'est comme une culture sociale dans le fond de mariage, tu sais, fait que nos habitudes de monogamie traditionnelle comme on la connaît, ben si on veut progresser comme société, c'est peut-être intéressant de se questionner à savoir, ben OK, est-ce que c'est la façon de faire? Est-ce que c'est la seule façon de faire? C'est quoi les options? Puis de voir qu'il y a autre chose, tu sais, pour certaines personnes, parce que beaucoup de gens, c'est clair, ça fonctionne pas, tu sais. C'est évident qu'on sort des normes sociales. Avec le polyamour, tu peux avoir plusieurs partenaires. Donc, nécessairement, si tu éprouves des sentiments envers une nouvelle personne, mais tu n'es pas obligé de quitter la personne avec qui tu étais déjà. Ce qui aide grandement à ne pas se séparer. Puis, on a tellement aussi de types relationnels différents qui peuvent englober l'amour que je veux dire, pourquoi se séparer d'une personne qu'on aime si on a moins de désirs sexuels ou qu'on a moins d'engagement? Nos besoins personnels changent tellement au cours d'une vie que je veux dire, tant que l'amour reste, on peut combler nos besoins seuls, mais avec d'autres personnes aussi. Donc, c'est sûr que la monogamie, ça marcherait pas pour moi, ainsi que plusieurs personnes que je connais. Est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage que tu as côtoyés qui sont monogames depuis longtemps, puis mettons, qui ont appris que toi, tu vivais ta vie avec ta partenaire différemment, qui ont fait comme « Ouais, tu sais, ça m'intrigue, j'ai envie d'explorer ça, je me sens comme ça, mais je sais pas trop quoi faire avec ces sentiments-là. » J'ai eu beaucoup de couples. Moi, j'ai déjà vécu en tant que licorne. Donc, le mythe, j'ai souvent côtoyé des couples. Okay. Au début, c'était vraiment étranger pour mon entourage. Même ma mère, elle était comme, t'es-tu avec lui? T'es-tu avec elle? T'es-tu avec les deux? C'est comme pas très clair. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de questions de l'entourage. Puis, justement... suite à mon aventure avec ce couple-là, maintenant, la femme reste plus proche de son mari. Mais son mari, il a le droit de côtoyer ailleurs, puis il a même exploré au niveau des hommes, il a exploré au niveau des couples, des femmes, le côté libertin. Puis elle se prête parfois au jeu maintenant. Fait que c'est vraiment beau de voir un couple s'épanouir et... évoluer dans leurs besoins ensemble. Mais c'est plus un couple ouvert dans ce temps-là que libertin ou polia. OK. J'imagine qu'à travers la conversation, on va pouvoir faire la distinction de différents termes parce que c'est quand même assez complexe. Mais là, je vais commencer avec un. Tu as parlé de licorne si les gens n'ont pas compris. Mais parce que bon, explique peut-être c'est quoi une licorne. Oui, excusez-moi, Ben non, c'est correct. C'est parfait. On est là pour décortiquer le tout. Mais c'est quoi une licorne? Puis aussi, on se parlait avant l'enregistrement, il y aurait différents niveaux de licorne. Oui, mais ça, c'est dans mon vocabulaire. Dans ton vocabulaire à toi. OK, mais c'est correct. La licorne, mais c'est parce que j'imagine que le vocabulaire que tu utilises, il est repris par d'autres aussi. Sûrement, oui. La licorne de base, c'est souvent une femme qui va être plus comme un objet sexuel.
OK. pour un couple. OK. Tu sais, qui va comme rallumer le feu, etc. Puis c'est souvent à l'occasion. Fait que, ils peuvent l'appeler juste une fois ou ça peut se reproduire, mais habituellement, quand t'es pris comme un objet, c'est rare qu'on revient. Tandis que moi, j'appelle ça une licorne de luxe. OK. C'est lorsque tu peux y aller à plusieurs reprises, puis que tu as un soin beaucoup plus que juste sexuel. Ça peut être affectif, OK. puis ça peut se transformer en amour, donc en triade. C'est comme un couple à 3 ou vice-versa. Tu sais, une amitié plus aussi. OK. Versus l'autre qui est détaché de tout sentiment, dans le fond. Oui, c'est ça. Tu viens pour un acte sexuel et tu repars. OK. Puis, quand quelqu'un, mettons, tu pourrais me raconter, j'imagine, ton expérience à toi, tu disais que c'était un peu étrange au début, tout ça. Comment est-ce que tu as vécu de toi, personnellement, de vivre ces sentiments-là, ou du moins, ou je sais pas, peut-être que tu as toujours senti comme ça, ou bien si c'est quelque chose qui a changé avec le temps, puis tu t'es dit, OK, je commence à ressentir les sentiments pour différentes personnes. Comment j'aborde cette facette-là de ma vie? J'ai tellement sorti souvent des garde-robes que, genre, mon entourage commençait à s'habituer, tu sais. À 13 ans, j'ai fait « Maman, ben, j'étais avec une femme, puis elle a fait « Ben, on le savait déjà, on attendait que tu nous en parles. » Fait que début vingtaine, j'ai rencontré un couple. La femme, je la trouvais, mais tellement belle. Puis son chum, tellement intéressant. Fait qu'on a juste commencé à sortir des groupes d'amis en commun, tout le kit. Puis, ben, ça s'est tout simplement passé. J'ai été invitée à souper, on a passé la soirée, puis finalement la nuit ensemble, puis on s'est côtoyés les 3, quasiment sur une base quotidienne. Hein. Quasiment, je vivais pratiquement avec eux. On dormait à 3, on se lavait à 3, on allait au gym à 3, on se faisait des repas. Fait que quand le couple socle du début, avant que j'arrive, invitait des amis, ben c'est sûr que j'étais là. Je faisais comme... J'ai comme un bonus à leur couple. OK. Fait que ça s'est fait de manière naturelle. Puis, je veux dire, des années après, j'ai vécu une situation similaire avec un autre couple. Fait que j'étais comme, ben, coudonc, je sors des normes, mais c'est quelqu'un qui m'a dit, ben, c'est digne du polyamour. J'ai fait du poly quoi? Puis, je suis allée à... Il y a souvent des regroupements dans la communauté polyamoureuse. Fait que je suis allée prendre le thé avec plusieurs personnes, puis j'ai fait « Wow! J'ai vraiment une famille qui me comprenne. » OK. Fait que c'est comme ça. C'est le fun parce que t'as comme vécu l'expérience avant même de savoir c'était quoi. Oui. Ouais. C'est assez spécial. Mais en même temps, ce qui est le fun d'avoir un couple, c'est que t'as 2 fois plus d'amour, 2 fois plus d'affection, 2 fois plus de sexe, on va le dire. Mais la peine d'amour est 2 fois plus intense. Parce que tu perds 2 personnes d'un coup. J'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai. Tandis que dans la communauté, on peut avoir plusieurs partenaires. On les appelle souvent comme ça pour ne pas avoir une étiquette. Mais ils sont pas nécessairement ensemble, ces partenaires-là. Mais ce couple-là, mettons, si on revient au premier, là, puis j'imagine, à travers les expériences, tu as dû voir un peu le différents scénarios, mais quand quelqu'un de nouveau arrive dans leur couple comme ça, comment ça se passe au niveau de leur entourage? Parce que nécessairement, veut pas, c'est plate à dire, mais je pense qu'il doit facilement y avoir... Tu sais, moi, vraiment, quand tu sors des normes, les gens ont une opinion, tu sais. Moi, je connais un couple qui, à un moment donné, ont décidé de se séparer puis vivre ensemble. Mais c'était pas parce qu'ils étaient plus amoureux, c'était juste, on veut juste vivre chacun dans nos affaires, puis continuer à être amoureux. Puis là, mon Dieu, c'était scandale par tous les amis, tu sais. Fait que c'est comme, mais non, mais c'est correct, ils ont le droit. Hein, nous, ça, c'est vraiment pas un scandale. Parce qu'on les appelle les solo-polyas. OK. Donc, qui préfèrent vivre seuls, mais qui restent néanmoins polyamoureux. OK. Fait que on vit pas ensemble, moi puis ma partenaire. OK. Puis c'est parfait comme ça, mais peut-être que dans certaines semaines, mois ou années, on va vivre ensemble parce que ça correspond à nos besoins.
Mais ni elle ni moi, habituellement, on veut vivre en couple. Fait que ça dépend d'une personne à l'autre. Absolument. Mais pour revenir à la question, comment est-ce que c'était dans l'entourage avec le couple, des amis, tout ça, est-ce que vous aviez une perception qu'il y avait une réticence de certaines personnes ou si au contraire, c'était comme « Ah, ben oui, c'est correct, ils sont de même, puis on les aime bien pareil. » Le 3/4 de notre entourage était, on va dire, queer, donc n'était pas hétérosexuel. Fait que déjà, il y a une plus grande ouverture d'esprit. Ma mère, elle était rendue habituée avec moi, puis j'ai même rencontré leur famille. Leur famille, c'est sûr qu'ils posaient pas trop de questions, mais il y avait des points d'interrogation au niveau des yeux. Là. Puis tant qu'on se fait pas poser de questions, on rentre pas dans le vif du sujet, sinon on va juste parler de ça. Pour toi, qu'est-ce que ça représente quoi être en couple, dans le sens que, tu sais, pour bien des gens, être en couple, puis moi je déteste entendre ça, mais c'est comme c'est ma blonde, mon chum, puis il y a une grosse, il y a toujours une, je trouve, il y a facilement un aspect de possession, je trouve, quand on parle d'un couple, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Puis même que je trouve, quand tu regardes sur les médias sociaux, moi je trouve ça bien drôle, tu en vois des fois, tu sais, quelqu'un qui va poser, mettons une fille va mettre une photo qui est d'elle, puis elle est jolie, tu sais, puis là, ben, le chum, il est le premier à mettre un commentaire, puis « Hey, c'est à qui cette belle femme-là? » Tu sais, puis que je trouve tout le temps que ça, tu vois tout ce que je m'en vais? Oui. J'ai toujours l'impression qu'il y a un sentiment d'appartenance, comme c'est important que ce soit la mienne, tu sais. Mais pour toi ou pour d'autres dans la communauté, comment est-ce que vous vivez ça, si tu peux me le décrire? Je plaide coupable. Lorsque ma conjointe met une photo, tu sais, j'essaie de plus en plus à laisser comme les autres parler avant de mettre un commentaire, mais je la trouve tellement belle, fait que j'ai juste envie d'écrire comme « Ah, tu sais, je t'aime, t'es une merveilleuse personne, cette photo-là est tellement jolie. » Mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'est ma partenaire principale. Puis souvent, les photos qui sont publiées dans un de mes 2 groupes, qui est la non-monogamie éthique. Fait que le monde le sait que je vais juste partager mon amour plus que de la possessivité. Il y a une très, très grande différence. Ben, j'imagine dans un cas comme ça, c'est perçu comme ça facilement, mais tu sais, toi, tu le décris comme étant... Tu décris comme étant un sentiment amoureux, puis tu as envie de partager ce que tu ressens, puis le fait que tu la trouves jolie, tu as envie de partager là. Mais si tu fais dans un groupe comme ça, je suis certain que c'est perçu comme ça, mais pour d'autres personnes, j'ai l'impression que, en fait, je suis convaincu, là, pour avoir parlé beaucoup avec les psychologues de relations amoureuses, que souvent c'est très perçu comme étant la possessivité, ou est-ce que on veut s'assurer que les gens sachent que c'est la mienne, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? OK, ouais. Fait que ça, c'est de là mon point que ma question, où est-ce que je me demande comment est-ce que la possessivité ou quand tu es polyamoureux, comment est-ce que c'est vécu, tu sais? Est-ce que tu sens que est-ce qu'il y a cet aspect-là dans une relation? Est-ce que tu as l'impression que c'est ta partenaire ou c'est ta blonde, ou s'il y a plus un sentiment de que moi, j'aime bien dire là, que c'est genre, pour moi, ma partenaire, elle est libre. Tous les jours, elle choisit d'être avec moi ou non. J'ai pas l'impression qu'elle m'appartient. T'sais. Moi, je te dirais que je balance entre les deux. Ah ouais? Parce que c'est ma femme. OK. Mais c'est ça, c'est ma partenaire principale, mais elle est libre de faire ce qu'elle veut. Okay. D'être avec qui elle veut, de dater qui elle veut. C'est sûr qu'on a des ententes relationnelles. Puis une grande communication pour que notre couple soit bâti sur quelque chose de solide. Mais elle fait ce qu'elle veut. Puis elle choisit d'être avec moi. C'est ça qui est merveilleux. Fait que c'est comme un couple monogame, mais qu'on peut avoir des activités sexuelles, affectives et romantiques ailleurs. Exactement la même chose. Tu as employé le terme tantôt polyamoureux éthique? Oui. C'est quoi le côté éthique de ça? Ben, il y a plusieurs
non-monogamie éthique. OK. C'est, par exemple, le couple monogame ou couple ouvert qui recherche une femme pour revenir à la licorne. C'est pas très éthique parce que c'est pris... on prend souvent la femme comme un objet. Sinon, je suis désolée, je vais faire un cliché, mais l'homme qui se dit polyamoureux, mais qui fait juste trouver des personnes ouvertes pour tromper sa femme. Ça peut être l'inverse aussi, mais c'est généralement plus les hommes qu'on repère dans les groupes. Je veux dire, tant que c'est éthique, c'est que c'est avec consentement, transparence et beaucoup de communication. C'est ça la différence. Vas-y, excusez-moi. Ben non, c'est correct. Les petites allergies saisonnières. Ça fait partie de la vie. Pour toi, ça a été naturel depuis du moment où tu as commencé à t'engager dans les relations, est-ce que tu réalisais que tu avais des sentiments pour plusieurs personnes à la fois, mais pour d'autres personnes qui décident de joindre un groupe dans un contexte de libertinage, qu'est-ce que tu crois qui emmène souvent les gens à aller explorer ce côté-là? Je remarque que c'est souvent des couples qui veulent trouver de différentes manières de s'amuser ou de s'amuser en groupe. Ou des fois, c'est juste hey, on va aller dans un club libertin. Comme ça, tu sais, on va voir du monde avoir une sexualité autour de nous. Fait que ça va faire changement. Ça, c'est comme inviter quelqu'un dans leur lit pour avoir plus de plaisir. Ou ils veulent sortir des habitudes qui font en sorte que leur désir est de moins en moins présent au cours de leur couple. Puis, ben, il y en a souvent qui prennent plaisir à ça. Fait qu'on les revoit de plus en plus. Et de plus en plus, ils essayent des nouvelles choses. Fait que ça, c'est vraiment... c'est beau de voir un couple s'épanouir comme ça. C'est sûr qu'il y a des célibataires qui tentent l'expérience parce qu'ils se disent « ben, je suis seule, fait que j'ai rien à perdre. » Puis finalement, ils sont en couple, t'es revois plus ou t'es revois. Puis là, ils viennent dans des événements que je fais aussi. J'ai souvent des novices qui viennent dans mes événements parce que c'est des petits groupes. Fait que ça fait beaucoup moins peur qu'un club libertin et beaucoup plus sécuritaire parce que je demande souvent des papiers pour veux pas, tu sais, polyamour, libertin. Tout le monde pense que c'est uniquement sexuel. Il y a de la sexualité, mais on fait tout pour se protéger. Fait que ils pensent que c'est beaucoup plus sécuritaire. Ils apprennent à connaître d'autres personnes qui vivent des choses similaires, des valeurs pareilles aux leurs. Fait que ça crée des belles complicités. Puis à chaque événement, ben, on voit des nouvelles personnes. Ils sont pas obligés de faire quoi que ce soit. Mais c'est une belle porte d'ouverture. C'est un peu une méconception, je pense, que dans le domaine où est-ce que, tu sais, pour des gens qui nous écouteraient et qui sont curieux, il n'y a aucune obligation, d'une part. Non. Tout est consenti. Même pour faire un câlin à quelqu'un, on demande si la personne est à l'aise, si elle veut un câlin. Fait qu'imaginez, dans une sexualité, c'est sûr qu'on pose pas 100 questions avant de passer à l'acte. Mais on s'assure que la personne est à l'aise, par exemple, pour qu'on lui touche le cou, etc. Fait que, des fois, on va recevoir un nom, puis faut accepter le non. On peut pas plaire à tout le monde. Habituellement, moi, je reçois des noms souvent, puis je dis « merci de prendre soin de toi ». Fait que c'est ça, c'est toute la différence avec notre communauté, c'est vraiment le consentement. Tu es revenu souvent avec le terme en disant que certains couples s'épanouissent. J'ai comme l'impression que au-delà de la sexualité, il y a quelque chose de plus. Dans le sens qu'il y a comme quelque chose qui est vécu d'humain à l'intérieur du groupe. Oui, parce que là, on parlait beaucoup de libertinage. Oui.
Mais au même titre que la communauté kinky, qui est les personnes qui pratiquent le BDSM, il y a la communauté aussi polyamoureuse. Puis quand on est polyamoureux, ben il y a de l'amour. Il peut y avoir plusieurs types de relations. On peut avoir plusieurs partenaires romantiques. On peut avoir des amitiés tellement intenses et plus fortes avec ou sans désir. Puis on va appeler là ces personnes-là des amoureux ou des amoureuses. Parce que c'est beaucoup plus qu'une amitié. OK. Mais c'est pas nécessairement romantique comme un couple. OK. Il y a des amis avec bénéfice. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de termes. Pour chaque polyamoureux, il y a une manière de le vivre différent. Fait que je peux pas m'exprimer pour toute la communauté parce qu'on va parler de ça pendant des heures. Mais c'est drôle parce que, mettons, tu sais, je pense que les amis avec bénéfice, tu sais, ça, c'est plus commun, les gens qui sont familiers avec ça. Mais là, j'essaie de reprendre le terme, mais ça m'échappe. C'est ami, comment tu dis ça? Amireux. Amireux. Amireux, ça, c'est nouveau à mes oreilles. Ça, oui, c'est très rare. Ouais. Même que souvent, le monde fait « Ah, c'est ça que je ressentais pour telle personne. Je savais pas que ça portait un nom. » Fait que c'est vraiment cute. Ouais. As-tu déjà entendu le commentaire du genre... si un couple est libertin ou il est polyamoureux, c'est parce que dans le fond, il ne s'aime pas vraiment. Ah, mon Dieu, le cliché numéro 1. Ouais. Ou, ben, comment ça, t'as 2 partenaires, là? C'est sûr, il y en a une des 2 que t'aimes plus. Non. Moi, je dirais à ça, là, t'as 2 enfants. Tu les aimes autant? Oui. Mais peut-être que ton plus vieux va passer plus de temps avec ses amis, avec ses chums, à l'école ou peu importe. Puis il n'y a pas nécessairement le besoin de te voir très souvent ou de t'appeler. Puis lui, il est bien comme ça. Mais ton plus jeune, oh là, lui, il a besoin de beaucoup d'affection, de temps avec ses parents ou peu importe. Puis je veux dire, chaque relation est différente. Tu vas pas aimer plus ton plus jeune parce que ton plus vieux, il est plus indépendant. On a tous des besoins différents. Fait que, je veux dire, j'aime pas plus une que l'autre. C'est sûr que il y a plusieurs types d'amour polyamoureux. Comme moi, ma conjointe, c'est ma partenaire principale. Ça veut pas dire que les autres vont être secondaires ou tertiaires, mais qui vont avoir beaucoup moins de temps avec moi parce que je suis prise par mon amour principal. Ben, je peux imaginer, parce que dans le fond, quand tu penses à ça, d'un, bravo pour l'analogie avec les enfants, parce que je trouve que c'est vraiment une excellente analogie auquel j'aurais pas pensé, mais c'est tellement vrai. Tu sais, ma petite est indépendante comme toute. Elle veut pas te connaître papa, elle veut rien. C'est comme ça prend tout. Puis mon deuxième, qui est ado, lui, il est collé au bout. Je les aime autant un club. Puis comme je disais tantôt, les besoins de tes enfants vont peut-être changer avec le temps. Ouais. Fait que peut-être que tu vas te rapprocher de ta plus jeune, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais ce que je trouve le fun, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'identifier à ce sentiment-là. Pour les gens qui ne comprennent pas nécessairement le polyamoureux, tu peux faire « Ah, OK, moi, c'est comme ça qu'ils se sentent. » Je trouve ça fun pour ça. Vraiment? Ouais. Je m'en allais quelque part avec ça avant de revenir sur... ben là, je peux pas t'aider. Non, je sais pas si je m'en allais. Mais c'est pas grave, ça va sûrement me revenir. À l'intérieur de tout ça, est-ce que il y a un détachement total de la jalousie ou si la jalousie existe? Il peut y avoir de la jalousie. Je peux te mettre en contexte avec ma conjointe. Lorsqu'on a fini de bâtir, je sais pas comment dire, prends ton temps. La base de notre relation très solide, on va dire ça ainsi. Elle a rencontré un homme qui lui plaît énormément. C'est sûr que les deux n'ont pas beaucoup de temps à passer ensemble, puis que je suis comme, tu sais, est-ce qu'il va t'apporter quelque chose de nouveau? Tu sais, je veux dire, je suis pas un homme, fait que tu vas-tu prendre plus de plaisir avec lui? Je vais-tu perdre le temps qu'on passe ensemble? Déjà qu'on n'en a pas
beaucoup, tu sais. Tu vas-tu dormir avec lui ou, tu sais, tu vas juste comme consacrer nos nuits collées ensemble encore? Puis là, c'est sûr qu'il faut mettre nos besoins de l'avant, nos, je vais dire, hard limits, mais genre ce qui passerait vraiment pas. Puis des limites, mais qui pourraient changer, évoluer avec le temps. Oui, c'est ça. Puis de plus en plus, je me fais à l'idée. Puis je me dis que je peux pas me comparer à lui. Déjà, je suis une femme, c'est un homme. Les relations, même si ça aurait été une femme, les relations vont être très différentes. Je veux dire, j'ai peut-être pas les mêmes valeurs que l'autre personne. On va peut-être pas faire les mêmes activités. Tu sais, moi, je déteste aller dans des nouveaux restaurants. Ça me stresse parce que j'ai peur d'avoir une allergie. Okay. Ben, vas-y avec l'autre, tu sais, have fun. Tu vas avoir beaucoup de plaisir. Puis, tu sais, c'est sûr que je veux pas tout savoir en détail parce qu'il va y avoir un fond de, je dirais pas de la jalousie, mais plus de l'envie. Okay. Tu sais, j'aimerais combler la totalité de ses besoins, mais c'est tellement une illusion. Absolument. Fait que même que moi, là, j'ai rencontré quelqu'un, puis je me dis, ah, tu sais, je pourrais faire des activités qui lui tentent pas du tout. Fait que, puis avec le temps, on se rend compte que ce qui aurait pu être de la jalousie, excusez mon jargon, devient de la compersion. Compersion? Oui, c'est un mot dans la communauté qu'on dit, dans le fond, on est tellement heureux que nos partenaires aient du bonheur ailleurs. C'est beau de les voir s'épanouir sans nous. Puis, je veux dire, c'est tellement beau de voir nos partenaires avec d'autres partenaires. Ils sont heureux. Fait qu'ils dépendent pas de nous pour être heureux. Fait qu'on est... C'est juste beaucoup de bonheur de les voir s'épanouir ailleurs. Ça m'a fait rappeler, c'est quoi, je voulais parler tantôt que j'avais oublié, c'est au niveau du temps, je me disais, parce que des fois, on a la difficulté juste à 2 personnes dans un couple de se trouver du temps. Fait qu'imagine quand t'es 3, ça doit être un autre défi de plus, là. Oui, bienvenue dans le polyamour et les calendriers. Ah non, c'est même pas des jokes. Des fois, on est un groupe Messenger pour essayer de trouver une date pour faire une activité qui tenterait à tout le monde. Puis, je veux dire, j'ai déjà annoncé... Là, les futurs événements dans mes groupes Facebook, il y en a un en février. Ça va être avec nudité partielle, surtout à un niveau artistique. Fait que ça va être tout un maquillage UV, puis du collage de tape multicolore. Puis, tu sais, ça va vraiment être dans la sensualité. Puis en mars, ben, on a un spectacle des fantasmes. Le nom présente, c'est quoi ça? OK. Fait qu'on n'a pas le choix de projeter ça vraiment à l'avenir pour que le monde « Ah, ça m'intéresse. » Sinon, ils sont déjà pris. Ben oui. Mais c'est drôle parce que ça répond dans le fond à l'intrigue que j'avais. Je me dis, tu sais, comment tu viens à bout d'organiser des trucs? Tu sais, on n'a pas le choix. Comme ça. Puis, au niveau de... ce qu'on parlait aussi, ce que tu me parlais, c'est-à-dire, tu me disais, d'ailleurs, j'ai la misère à me souvenir de mes idées, tu me dis, on était dans le polyamoureux. Ah non, j'avais une autre affaire. Tu vois, c'est ça, je te dis, quand je dis j'improvise, puis qu'on a une conversation, puis ça me fait, ah oui, je veux parler de ça, puis... Mais c'est ça, elle va sûrement ça aussi me revenir plus tard, c'est épouvantable. C'est le fait que j'ai dormi seulement 4 heures ou à peu près cette nuit. Je te comprends. Ouais, c'est ça. Si quelqu'un vit justement un sentiment de jalousie à l'intérieur de ça, est-ce que c'est pas justement... non, en fait, je me reprends. Est-ce que la jalousie ou sinon la peur est-ce qui fait que... Est-ce que c'est ça, d'après toi, qui fait que les gens vont mettre souvent, pour utiliser ton terme, une hard limit, de dire « Non, moi, il n'y en a pas question. Mon partenaire, moi, il n'ira pas voir ailleurs, il n'ira pas regarder ailleurs. »
La manière que tu parles, on dirait une personne monogame qui est en couple avec une personne polyamoureuse. Ça sonne vraiment comme ça. Ouais. Ces couples-là, on les appelle même les monopolies. Non, juste pour dire à quel point que c'est drôle, tu sais. Mais souvent, la personne qui est monogame ou qui est très réticente, on va dire ça, parce que je suis qui, moi, pour dire son orientation romantique, va prendre un droit de veto. Donc, je suis la partenaire principale. Je ne veux pas que tu fréquentes cette femme-là. Je ne l'aime pas. Ou elle a des drapeaux rouges, des red flags. Pour moi, tu sais, c'est cliché, je veux pas. Ben, vu qu'elle a dit non, son chum, son mari, son conjoint, il n'y a pas le choix de l'écouter. Puis ça, c'est de la non-monogamie, non éthique. OK. Fait qu'on essaye de s'éloigner de ces personnes-là. C'est pas mal toxique. Tu te trouves, j'imagine, dans une situation où est-ce que ça fonctionne pas parce que si t'en as une personne qui n'a pas la même ouverture que l'autre ou qui voit pas les choses de la même façon, ben, comme tu dis, dans le fond, t'en as un qui est monogame, l'autre ne l'est pas. Ça, ou le vit mal. Parce que même si on prend l'exemple des couples monogames, là, il y a des relations saines et des relations malsaines. C'est vrai. Fait que peu importe qu'un soit libertin, l'autre soit polyamoureux, ça aussi, on le voit. Fait qu'il y en a un qui c'est une ouverture comme très sexuelle, puis l'autre est comme, ben, si t'as pas de sentiment pour la personne, je vois pas pourquoi tu coucherais avec, mais tu sais, faut composer avec les différences. Ouais. Ce que je voulais dire tantôt, puis qui m'est revenu. J'écoutais une sexologue qui faisait un TED Talk une fois, puis elle parlait de... le terme qu'on employait, c'est en anglais, le monogamish marriage, qui veut dire t'as la monogamie, mais d'essayer d'exposer aux gens que t'as la monogamie traditionnelle, mais t'as aussi t'as toutes sortes de variantes qui vont là-dedans, dans le sens que pour certaines personnes, la monogamie, ça va être... tu parles fidélité. Pas fidélité, tu parles pas avec une autre femme, tu parles pas avec un autre homme, ça serait me trahir, c'est rigide à ce point-là. Pour d'autres, ben, elle essaie d'ouvrir les gens à dire, ben, il n'y a pas de mal à ouvrir à autre chose, même si ce ne serait-ce que, ben, je sais pas, moi, ta copine, elle aime les femmes, pourquoi pas que vous sortirez pas aux danseuses, mettons, un soir, tu sais. Ça, c'est plaisant. Ben c'est ça. Je pense aussi, mais mon point, c'est que, tu sais, je sais pas à quel point les gens réalisent ou les gens qui sont pas familiers avec la communauté, ils peuvent réaliser à quel point il y a comme un éventail, et non pas genre, il y a A ou il y a B, tu sais, t'es monogame ou tu l'es pas, tu sais, il y a comme, c'est plus, il y a une zone grise là-dedans, tu sais. Mon groupe, justement, c'est pour les curieux. Les néophytes, les couples ouverts, les échangistes, les mélangistes, les libertins. Il y a un éventail vraiment pour tout type de non-monogamie. Tout ce qu'on demande, c'est que ce soit éthique. Donc, que les deux du couple soient au courant. C'est sûr qu'on va faire, par exemple, des sorties cabaret, burlesque, danseuses, pourquoi pas. On a même des karaokés, mais c'est Barry-OK. C'est un karaoké où le monde se déshabille. Ça peut mettre du plaisir dans J'avais pas imaginé ça, mais j'imagine que ça doit être assez spécial. L'endroit est vraiment étrange, mais si t'as juste à faire l'expérience. Il y en a qui se déshabillent pas au complet, mais il y en a d'autres, tu sais, ils vont faire l'hélicoptère, puis ça va être super drôle. Il y en a d'autres, ça va être super sexy, tu sais. Ouais. Fait que ça met du piquant dans leur couple. Fait qu'il y en a qui disent non, nous, on est couple ouvert, on fait tout ensemble ou on fait rien. Ça, c'est de la non-monogamie, qu'ils veulent ou pas. Ouais. Mais, mais c'est la non-monogamie. Attends un petit peu. Ouais, c'est ça, c'est la non-monogamie. Mais c'est éthique. C'est leur entente relationnelle. On a toutes des ententes relationnelles différentes, qu'on soit monogame, polyamoureux, libertin. Comment est-ce que les gens, un couple, supposons, qui arrive dans ton groupe et qui sont à l'étape d'être curieux, qu'est-ce que tu leur dirais pour comment aborder le sujet? C'est sûr que je peux pas parler individuellement à chaque personne qui rentre dans mes groupes. Je leur dis qu'habituellement, ça serait bien
qui viennent dans des événements afin de connaître d'autres personnes et de partager leur point de vue avec plusieurs personnes pour ouvrir leur horizon. Parce qu'il y a des activités qu'on appelle 3 flammes, qui est sans sexualité. Par exemple, on va dire, tiens, on a un munch. Fait que un munch, c'est souvent dans un bar ou un restaurant que le monde pratique du BDSM. Il y a des couples, il y a des personnes célibataires, il y a des polycules. Polycule, bon, un autre mot. On va falloir l'expliquer, celui-là. Oui, je m'excuse. C'est correct. Par exemple, moi, ma partenaire et son amoureuse, on est un polycule. Fait que c'est comme un ensemble de personnes qui sont en couple ou qui sont partenaires. OK. Fait que si ma conjointe a 2 partenaires, ben ça fait un couple V, si vous voulez. Mm-hmm. Ma partenaire a 2 partenaires. Puis moi, je peux sortir avec les 2 nécessairement à cette sortie-là et mon polycule est réuni. Fait que j'essaie de parler le plus simple possible, mais, non, mais c'est correct. Puis, à force d'être dans une communauté, on apprend des mots, puis c'est dur de s'en sortir. Puis tu sais, à l'intérieur de ces conversations-là, j'imagine que oui, OK, pas aller participer à un événement, mais dans les conversations qu'un couple devrait avoir, puis tu en as parlé un petit peu, toi, avec ta partenaire, vous établissez des limites, des règles. Ouais. Sans nécessairement rentrer dans les détails, mais ça peut ressembler à quoi les règles? Comme que c'est, puis en quelque part, puis ça peut paraître anodin, pas anodin, mais évident pour toi, hein? Mais pourquoi avoir des règles? Parce qu'il y a, même si on est polyamoureux, il peut y avoir de l'infidélité. Okay. Je vais dire ça comme ça. Parce que moi, je me prête au jeu du libertinage, mais c'est pas ancré en moi, comme j'ai dit, parce que je dois avoir une connexion avec la personne. Mm-hmm. Mais ma conjointe, elle est libertine. Donc, c'est sûr qu'on met des ententes relationnelles. Par exemple, ça serait le fun qu'il n'y ait pas d'oral ailleurs. Comme ça, ben, on se protège. On fait nos tests à chaque 3 mois. Si tu as une relation sexuelle avec quelqu'un, j'aimerais que tu m'en parles puis que tu sois très transparente. Puis, pour me sécuriser, j'aimerais que tu viennes dormir avec moi. Ça, c'est une de nos règles. Mais je veux dire, le couple qui est curieux, est-ce qu'il est curieux pour le libertinage? Ça, ils doivent se créer des règles par rapport à leur vie sexuelle. Mais s'ils sont curieux au niveau du polyamour, est-ce qu'ils veulent ouvrir leur couple pour une 3e personne? Est-ce qu'ils veulent un couple avec qui s'amuser, créer de l'affection et de l'amour? Est-ce qu'ils veulent rencontrer chacun de leur part ou juste ensemble? Ils doivent vraiment communiquer et se mettre dans des scénarios pour savoir c'est quoi qu'ils ressentent, c'est quoi leurs limites qui ne passeraient pas du tout. Et savoir aussi... Mais c'est tellement un gros spectre que c'est dur de... Il faut savoir où est-ce que chaque personne en est, dans le fond. C'est ça. Tu sais, s'il y en a un des 2 qui est jaloux, ben, va falloir pratiquer ça, tu sais. On veut toujours devenir une meilleure personne, mais je veux dire, c'est peut-être pas pour toi. T'es peut-être polyamoureux, mais peut-être que t'as pas la capacité de l'être. Wow! Faut c'est voir la spécial, différence. Ça, mais ouais, c'est vrai, ouais. Que tu ressens, dans le fond, c'est que tu ressentirais ces sentiments-là, mais dans le fond, tu n'es pas capable de le faire puis de partager ces sentiments-là avec ta partenaire puis d'autres personnes, mettons. Comme il y en a beaucoup aussi que leur travail est tellement éthique qu'ils peuvent pas vivre comme ils voudraient. Qu'est-ce que tu veux dire, leur travail? Par exemple, sexologues ou autres, ils ont tellement des normes strictes que, par exemple, ils pourraient pas se promener à la plage d'Oka sur le côté nudiste avec nous. S'ils croisent leurs clients, c'est pas du tout éthique. Ils peuvent avoir des plaintes puis perdre leur travail. Fait que, tu sais, il y en a que c'est plus comme caché. Ouais. Puis c'est spécial, ça, tu trouves pas? Parce que je trouve ça triste d'imaginer que les gens seraient obligés de s'arrêter, d'être qui ils sont, par peur de perdre leur emploi ou un truc du genre. C'est plate en tabarouette. Oui, ben c'est pour ça que je travaille dans une usine.
On va dire ça comme ça, là. Moi, mes patrons le savent. Ils disent, ah, OK, tu prends un congé obligation familiale, mais tu sais, c'est-tu pour ta blonde, ta mère, ou genre quelqu'un qu'on connaît pas? Non, c'est ma blonde, c'est ma blonde. Ah, j'aime ça. Mais tu comprends, je trouve ça spécial que comme société, on n'est pas capable d'accepter ça. Moi, qu'est-ce que ça pourrait faire? Moi, mettons, j'en sais n'importe quoi. Là. Mais mettons même un prof qui enseigne à mes enfants, mettons, quand même, qu'est-ce que ça fait? On en a plein. Mon docteur, s'il serait polyamoureux, qu'est-ce que ça fait? Je comprends. Parents. Ça, je suis désolée, là, c'est vraiment un sujet qui me touche, surtout avec la grève qu'il y a. Les parents. Ils vont se plaindre. Je veux pas que mon enfant ait un professeur comme ça. C'est pas professionnel, qu'elle ait deux partenaires. Puis... Mais c'est sa vie personnelle, c'est pas professionnel. Tu comprends, je veux dire? Hey, je peux pas te répondre à ça parce que j'ai pas ces pensées-là. Ouais. Mais regarde, la fermeture d'esprit, il y en a à tous les coins de rue. Faut évoluer. Oh, ouais. La société évolue. Il faut suivre le mouvement parce que sinon, on retarde le groupe, là. Oui, c'est certain. Mais c'est drôle, ça, parce que le polyamour, ça date pas d'hier, là. Non, mais c'était très caché avant, c'était tabou. Puis dans des régions éloignées, ça l'est encore, là. Oui, mais j'ai tendance à penser, puis là, je me planterais peut-être, ça me prendrait quasiment un prof d'histoire, mais pour me corriger, mais moi, mon impression, c'est que ça vient de la colonisation au Québec. C'était le mariage, c'était faisons des enfants pour coloniser. Puis, il n'y a pas question d'aller ailleurs qu'avec ta femme, avec qui tu étais marié, puis tu ne peux pas avoir de sexualité non plus si tu n'étais pas marié. Ben, ça, c'est alors que si tu remontes à. Ben oui, mais c'est ça. Okay. Mais si tu remontes, mais je pense, ce que je veux dire, c'est que c'est probablement pour ça qu'on en est là présentement au Québec, que c'est que tu sais, on parle d'évolution, mais en réalité, si tu remontes à la Renaissance, puis si tu remontes même au temps des Romains puis des Grecs, mais là, il y avait toutes sortes d'affaires, c'était bien différent. Là. Il y en a même des blagues dans Astérix sur les orgies romaines. Je dirais que c'était souvent de la polygamie, qui était une personne mariée ou avec plusieurs personnes. Mais ces personnes-là pouvaient avoir la peine de mort si eux, il y avait d'autres partenaires. À ne pas confondre avec le polyamour, que toute personne est libre d'aimer qui ils veulent. Fait que oui, il y a une ouverture d'esprit qui peut revenir de ce temps-là au niveau de la sexualité. On va dire ça, mais du polyamour, je sais pas qui a créé ça, mais je le remercie. mais c'est intéressant de voir comment est-ce que dans le fond, c'est pour conclure ma pensée, c'est que c'est pas nécessairement une évolution, mais plutôt un retour à certaines choses, selon de ce que je comprends, comment est-ce que c'était dans le temps des Romains, parce qu'il y avait, avant même le concept du mariage, c'était autre chose. Est-ce que là, on parlait des groupes avant mettons, à l'extérieur, mettons, d'une communauté, parce que vous avez des groupes là, sociaux qui se sont formés. Est-ce que c'était difficile de trouver des partenaires ou pour des gens de trouver d'autres personnes parce que justement, souvent, c'est comme caché, on n'ose pas en parler. T'sais, avant l'Internet, dans le fond, comment est-ce que le monde faisait? Là, quand tu penses à ça? Je te dirais que les deux couples là, que j'ai eus, avant même de savoir que le polyamour existe, ça s'est créé tout seul. Puis eux, c'était un couple qui, de temps en temps, avait du fun ensemble. Puis genre, jamais ils auraient pensé avoir des sentiments romantiques envers une autre personne. Fait que c'est sûr, ils se sont consultés avant de m'intégrer dans le couple. Puis, je veux dire, ça se crée souvent tout seul. C'est comme si je te dirais, va dans un restaurant, puis c'est débordé, puis tu fais juste parler avec la serveuse, puis elle te laisse ton numéro, puis ou tu vas dans un bar, ou tu prends un café. Je veux dire, on peut rencontrer du monde partout. Puis moi, excuse-moi l'expression, je suis vraiment pas barrée. Je passe pas par 4 chemins. Fait que souvent, quand on m'approche, je fais comme... Moi, je suis polyamoureuse, je suis non-monogamie éthique. Je suis dans la communauté aussi LGBT parce que j'aime les femmes. Puis genre, je veux dire, si t'es un homme, t'as très, très, très peu de chances que j'aie une attirance physique et romantique. Fait que souvent, déjà, j'effraie la personne qui est pas ouverte, là. Fait que je veux dire, c'est la même chose pour les autres personnes, là. C'est rendu là, si t'es pas capable d'avoir
un sujet de conversation profond avec la personne sur l'ouverture relationnelle, la personne n'est pas faite pour toi. Mais c'est ça, j'allais te dire aussi tantôt, quand on parlait de avoir des discussions sur les limites, tout ça, ça doit amener ton couple à tellement de plus grande communication, j'imagine, tu sais. Oui, parce que tu t'en vas parler de choses tellement intimes, oui. puis peut-être même des choses que tu n'aurais jamais même pensé parler, surtout si c'était au début, tout ça, puis là, supposons que tu as des fantasmes, je sais pas, mettons que tu étais une femme, puis tu as un fantasme pour une autre femme, exemple, tu sais. Ben là, d'être capable d'aborder ce sujet-là avec ton partenaire, déjà là, en partant, ça doit pas être facile. Fait que j'imagine, c'est ça, que de pouvoir parler de choses aussi intimes, ça fait que tu ouvres tellement ton spectre de communication dans le couple. C'est ouvert, c'est pas pour rien qu'on dit éthique, transparence et communication. On va parler de sujets qu'on n'aurait jamais pensé parler. Des fois, on aborde un sujet, puis on est comme, hey, on va en reparler parce que je vais penser de mon côté vraiment en profondeur, genre, qu'est-ce qui me correspond, parce qu'on ne le sait même pas des fois. Où il y a une évolution, fait que... J'en mange mes mots, genre, je sais même pas comment te l'exprimer tellement... Oui, c'est profond. C'est profond. Parce que souvent, je me rends compte que dans les relations monogames qui m'entourent, il y a certaines conversations qui doivent mettre un frein. Parce qu'il y a une divergence d'opinion, il y a une différence de valeurs, ça clash, puis il doit vraiment comme proscrire le sujet d'ouverture, sinon c'est comme une fin relationnelle, c'est triste. Mais en même temps, corrige-moi, je me trompe, mais j'ai l'impression que dans des différends que tu pourrais avoir avec ta partenaire qui est ouverte, tu es prête à accepter ces différences-là. Comme tantôt, exemple, tu parlais, mettons, ta partenaire, toi, bon, elle a rencontré un autre homme. C'était comme une limite que tu ne savais pas trop où te placer, tout ça. Et ça t'a amené, je pense, toi, comme personne, à dire OK, mais je vais explorer ce côté-là là, de mes sentiments. Là. Puis peut-être que je vais être correct avec ça, finalement. Ou peut-être pas, tu sais. Alors que des fois, puis là, c'est quelque chose de très intime, là. Puis là, quand tu parles de, mettons, des gens monogames auxquels tu faisais exemple, une petite bagatelle du genre... Quoi? Une bagatelle, une niaiserie ou quelque chose de vraiment pas important, du genre une opinion politique, mettons, pourrait faire en sorte que ça va être comme hyper difficile sur le couple, ou ben non, une opinion, on parlait de la grève tantôt, bon, c'est le temps de la grève, c'est temps-ci. Il y en a un qui est pour les profs, l'autre n'est pas pour les profs, puis ça va chicaner au point de peut-être pas de se séparer, mais de se bouder pendant une semaine, alors que c'est tellement insignifiant, fait que c'est spécial. Là. C'est sûr qu'on on est capable d'avoir des opinions différentes. Puis jamais tu vas rencontrer quelqu'un dans ta vie qui est 100% avec les mêmes opinions, les mêmes valeurs que toi. Fait que c'est sûr que peu importe ton style relationnel, tu sais, comme ma partenaire, là, des fois, elle est comme ça, c'est juste non. Je fais comme oh, OK, tu sais. Puis on s'en parle lorsqu'on n'a plus de colère, de peine ou peu importe, quand on a comme l'ouverture d'esprit et la disponibilité de parler. Parce que des fois, on n'est pas disponible émotionnellement tout de suite. Mais on revient sur le sujet, puis on a établi des besoins, des règles, puis je veux dire, plus on prend conscience que notre partenaire évolue avec un autre partenaire, moins nos limites sont strictes. Parce qu'on se rend compte que souvent, c'est notre cerveau, tout simplement, qui crée des craintes. Puis genre... Je veux dire, ça m'enlève rien. Fait que souvent, les besoins puis les règles qu'on doit établir, c'est qu'on veut pas que... Je voudrais pas que les relations qu'elle ait ailleurs impactent ma relation avec elle. C'est souvent ça. Quand vous vous retrouvez après, puis je suis sûr que tu peux témoigner aussi de d'autres personnes, il y a ton histoire à toi, mais je suis sûr que tu en as entendu parler. Mettons, supposons, exemple, que ta partenaire va passer du temps avec une autre personne, puis que vous vous retrouvez après tous les deux, dans un moment intime. Ah, ça, là, c'est merveilleux. Je sais pas comment te raconter ça. C'est comme si tu daterais une nouvelle personne. Ah ouais? Oui, t'as beau avoir des années
de couple avec cette personne-là, lorsqu'elle te raconte comment qu'elle a vécu sa soirée, sa date, c'est comme si tu es tellement heureux du moment que tu viennes de passer avec quelqu'un que lorsque tu retrouves ta partenaire principale ou un autre partenaire tout simplement, tu étais comme 2 fois plus heureux, tu es gonflé à bloc, tu as tellement d'amour à partager que... Est-ce que ça vous rapproche? Oui, vraiment, parce que c'est comme merci de faire en sorte que je suis une personne à part. Merci de me donner toute cette liberté là, mais autant sexuelle que romantique, puis t'as juste le goût de voir la personne, de faire un gros câlin, d'y raconter ce que tu viens de vivre dans les moindres détails. Ça nous rapproche. C'est tellement beau. C'est vraiment au niveau des émotions, surtout. Ouais. Wow, mais clairement, en tout cas, ça te rend heureuse, puis t'es bien comme ça, puis je trouve ça tellement beau à voir, parce que tellement de personnes arriveraient dans une situation comme ça, puis là, ça serait pigmenté de jalousie, puis de sentiments négatifs et tout ça. Il y en a qui vont paniquer, là, ou il y en a qui vont me dire « Raconte-moi rien, si je veux savoir, je vais te poser des questions. » Mais c'est pas. Mais je pense que pour que ça soit sain, il faudrait que ça soit vécu comme ça. Oui. Pour que, parce que c'est ça, c'est dans un amour, dans le fond, même si c'était à l'extérieur, c'est plein d'amour entre vous deux. Fait que mais on y va souvent à la vitesse du plus lent. Aussi, pour pas que les choses se brisent. Pas dépasser les choses non plus. Puis moi, je suis la plus lente, on va se le dire. C'est correct, t'as pas peur de le dire. Oui. J'ai juste un dernier point que je vais revenir, puis que je voulais en parler tantôt, puis ça m'échappait encore, c'est, en revenir à la sexologue que j'écoutais avec son TED Talk, elle disait que une des raisons de considérer une plus grande ouverture, c'est qu'on demande des fois tellement de notre partenaire, puis des fois trop, dans le sens que... Puis tu as un petit peu touché à ça tantôt en disant... puis tu vas voir ce que je m'en vais, mais où est-ce que... On veut que notre partenaire soit notre meilleur ami. On veut que ce soit pour certains... non, mais... Je veux pas que ça soit platonique, s'il te plaît. mais tu sais... Généralement parlant, mettons, pour différentes personnes, c'est sûr que c'est différent. Là. Mais souvent, on va demander que ce soit notre meilleur ami, un confident, un partenaire sexuel, un parent, une mère ou un père de nos enfants. Des fois même un collègue de travail, parce qu'il y en a qui sont en affaires ensemble, exemple. T'sais. Fait que c'est fou tout ce qu'on peut demander d'un partenaire, alors que dans une situation comme la tienne, j'ai l'impression que tu peux aller... T'es pas obligé de demander tout ça dans la même personne. Là. Ah non, mais non. Tu veux dire, mettons, ta partenaire peut être ton amoureuse, tout ça, mais c'est des activités, c'est pas tant avec elle. J'aime mieux aller faire d'autres activités avec un autre ou peut-être même aussi dans les préférences sexuelles, de dire, ben, avec une telle personne, c'est comme ça. C'est drôle, je m'excuse, je divague, mais j'ai écouté un film, puis je me souviendrai pas du titre parce que je suis vraiment mauvais avec les titres, mais puis j'étais surpris de voir ça parce que tu vois jamais ça dans un film américain, mais les personnages principaux, c'est deux hommes et une femme qui vivent ensemble. Puis, ça, c'est une triade. Ouais, bon, une triade. Ou un trouble, ça dépend. Ou un quoi? Un trouble. OK, puis ça dépend à cause de... C'est quoi la différence? Ça, je peux pas te le dire. Je peux pas te le dire. OK, tu vois. C'est selon leur entente relationnelle. OK. Mais à quoi... ce qui se passe dans ce film-là, c'est un film d'action. C'est un film c'est une histoire de drogue, police et tout ça. Puis la relation est présentée de façon super positive. Puis j'ai fait « Wow, mon Dieu, tu vois jamais ça dans ce genre de film-là. » Ou est-ce qu'elle va chercher le côté plus bad boy puis rough d'un des gars, puis le côté tendresse d'un autre. Oui. Puis leur relation à trois fonctionne super bien, puis là, la fille se fait enlever, puis les deux gars ils se mettent ensemble pour aller la chercher. En tout cas, bref. Ouais, non, ça va pas jusqu'à là dans notre communauté. Il n'y a pas de kidnapping, à moins que ça soit vraiment prévu d'avance. Parce que c'est un film, comme je te dis, c'est un film de police et tout ça, mais c'est juste pour dire comment est-ce que je trouve ça spécial de voir que dans un film de ce genre-là, qu'on présentait ce style de relation-là, parce que tu vois jamais ça. Tu vois toujours le gars qui est... Il y en a de la fille, c'est très rare. Dans les séries, des polyamours, des personnes non-binaires, fluid gender. Ben, on est là aussi. Moi, je te parle de ce film-là, c'était comme des années début 2000. Fait que, on n'était pas encore dans la grande conversation qu'on a présentement comme société, où est-ce qu'on a toutes ces conversations-là. Mais je trouvais ça le fun. Et tout ça pour dire que...
même dans une relation, j'imagine que tu peux aller chercher différentes choses. Tu sais, si ta partenaire est plus d'un style au lit, mais tu peux en avoir un autre qui est différent. Tu sais. Comme j'ai une sexualité qui ne peut accoter par personne avec ma partenaire principale. Donc, je vais peut-être aller chercher plus d'affection ailleurs. OK. Ou la sexualité va être plus vanille, on va dire ça. Okay. Donc, à l'extérieur du BDSM. Peut-être plus du one-on-one aussi. Okay. Donc, mes trips vont rester avec ma partenaire principale. Tu sais, ça c'est qu'à moi, mais c'est sûr que nos besoins ne peuvent pas être comblés par une seule personne. Moi, j'ai toujours dit que nos besoins doivent être comblés par nous-mêmes. Donc, tu peux aller chercher, par exemple, de l'affection au sein de ta famille, au sein de tes amis, d'un autre partenaire. Fait que oui, c'est une division de nos besoins. Puis, je veux dire, si ça concorde avec d'autres partenaires, tant mieux. Sinon, on va le trouver ailleurs, tout simplement. Ouais. Fait que oui. Des gens qui sont curieux, qui nous écoutent, qui sont curieux, puis ils voudraient explorer, ils veulent peut-être en connaître davantage sur tes groupes. Est-ce qu'ils doivent déjà être dans la communauté? Non, tu m'as dit qu'il y avait des gens qui étaient curieux puis qui ne l'étaient pas nécessairement. Non, c'est ça. Comment est-ce qu'ils font pour... Tu commences où, là, mettons que... Je demande pour un ami. Là. Ben oui, c'est ça. Ça sonne ça. Non, mais pour les gens qui nous écoutent. Là. Si vous êtes curieux au niveau du polyamour, je ferais plus référence à un groupe que je connais qui est Polyamour Montréal Communauté. C'est un groupe où on pose vraiment des questions, justement, de « on voudrait ouvrir mon couple, non. » Puis on peut publier de manière tout à fait anonyme et il y a des millions de personnes sur ce groupe-là. Là. Fait que c'est vraiment bien. Mais si vous êtes non monogame, puis que vous êtes une femme qui aime les femmes, j'ai un groupe, c'est non-monogamie féminine. Mais si vous êtes plus dans la non-monogamie, mais plus au niveau BDSM ou sexuel, libertin, je vous dirais plus de rentrer dans non-monogamie kinky 2.0. Fait que ça, c'est mes groupes. Puis... C'est un autre niveau, ça. Ouais, 2.0, c'est juste parce que le premier, il est fermé, parce que... En tout cas. Ah, OK. Mais oui, il y a des activités aussi à chaque mois. Il y a des activités que tu fais juste prendre une bière avec quelqu'un. Okay. Je fais des activités café, justement, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, puis que c'est plus en journée. J'essaie de faire des activités pas mal une semaine sur 2 pour la garde des enfants, des personnes qui ont des enfants en garde... Partagé. C'est ça, partagé, merci. On fait des activités child-free pour ceux qui n'ont pas d'enfants et n'en désirent pas. On fait des activités artistiques, comme je vous ai parlé un peu. Là. Je fais une soirée UV bientôt, donc c'est hors norme, mais avec sexualité partielle. Fait qu'il faut être à l'aise de décorer un corps à moitié nu. Sinon, des activités sexuelles. Puis il y a toujours un cercle de paroles pour se présenter, dire le pronom. Par exemple, moi, je vais me présenter, je suis Monarca, pronom elle, puis ainsi de suite, selon l'activité qu'on a. Okay. Fait que ça rend tout le monde à l'aise. Il arrive à l'avance, il y a une heure de fermeture des portes, puis l'activité commence, puis on dit quand ça prend fin. C'est guidé. Il y a toujours du monde aussi pour surveiller que le consentement de tout le monde soit pris en considération. Parce qu'un peut-être, c'est un non. Un non, c'est un non. Un silence, c'est un non. Puis un oui peut devenir un non. Fait qu'il faut vraiment être alerte. Habituellement, le monde sait très bien le dire par eux-mêmes, mais il y en a qui ont beaucoup de difficultés à dire non. Fait qu'on va plus surveiller ce monde-là. Ou on va... faire des jeux brise-glace pour qu'ils se pratiquent à dire non ou qu'ils se pratiquent à dire oui. Fait que, je veux dire, peu importe si vous êtes curieux face à la non-monogamie, il y a toujours une place pour vous. Puis on va vous référer aux besoins. Ben, c'est un plaisir de jaser avec toi, Monarca. Merci beaucoup. C'est un plaisir partagé. Merci.